Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir et vous allez donc nous parler du projet régional de santé pardon, de la région Grand Est. Euh, J'aurais quelques questions personnelles après, enfin au moins une qui est, vous savez que chez NIL, on est très très intéressé par tout ce qui concerne le One Health. Donc savoir si dans la région Grand Est, je me suis aperçu que dans la région Bourgogne-Franche-Comté, c'était le cas, mais est-ce que dans la région Grand Est, il y a aussi quelque chose qui est dédié à cette approche une seule santé, telle qu'elle est portée par Agnès Firmin-Lebaudot, qui en est la ministre responsable. Voilà, Madame Quéré, je vous laisse la parole avec très grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Mariotte, et bonjour à toutes et à tous. Et écoutez, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin sur le projet régional de santé du Grand Est. Effectivement, c'est un document important, mais au-delà d'être un document, c'est vraiment nos orientations stratégiques pour les 5 ans qui viennent. Alors c'est vrai que je vais refaire juste un petit historique ou un petit cadrage de ce travail qu'on a engagé maintenant depuis plusieurs années autour des projets régionaux de santé. Donc, on a un cadre réglementaire qui nous oblige tous les 5 ans à revoir notre stratégie régionale de santé, donc SRS, et de l'inscrire dans la dynamique, bien entendu, nationale de la politique de santé, et donc de faire un lien étroit avec la stratégie nationale de santé que vous évoquiez à l'instant. On a donc un cadre qui est proposé pour 10 ans. C'est un cadre d'orientation stratégique, et pour le Grand Est comme pour toutes les régions de France, ce cadre-là, il a été arrêté en juin 2018. Donc, un cadre stratégique, juin 2018. Pour le Grand Est, ce sont 10 grandes orientations stratégiques et un document pensé autour des parcours. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis donc, est prévu par la réglementation que tous les 5 ans, sur la base d'un diagnostic et du bilan des 5 ans qui viennent de s'écouler, on puisse proposer une stratégie, cette fois-ci à 5 ans, qui s'inscrivent dans ce cadre plus général. Donc aujourd'hui, on est exactement dans cette configuration. On a un cadre stratégique à 10 ans qui date de 2018 et qui nous donne ces orientations à 10 ans. Et on a travaillé à nous projeter la région Grand Est au niveau de sa santé pour les 5 ans qui viennent. Et donc, c'est le document qui est aujourd'hui mis en consultation. Ça concerne à la fois donc le schéma régional de santé, je vais vous en dire 2 mots, et puis ça comporte aussi le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Dans notre jargon, le PRAPS, là aussi 2018-2023, et donc renouvelé cette année pour les 5 ans qui viennent avec nos partenaires. Voilà, donc ça c'est sur le cadre un peu général dans lequel on s'inscrit. Dans le schéma régional de santé, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des priorités de santé publique, des priorités sur lesquelles l'agence décide, pour le dire vulgairement, je dirais, de mettre le paquet pour les années qui viennent. J'ai choisi pour cette version du schéma régional de santé de concentrer notre action pour les 5 ans qui viennent sur 4 priorités. L'objectif, c'était d'avoir un schéma qui soit simple, qui soit lisible et qui effectivement puisse être approprié par les partenaires, parce que vous le disiez tout à l'heure, parfois ce sont des documents qui sont méconnus, mais souvent ils sont aussi méconnus parce qu'ils sont touffus, parce qu'en fait on a énormément d'objectifs, d'actions, et ils ne sont pas toujours faciles ni à lire, ni à suivre. Et donc là, l'objectif, c'était de se dire, pour les 5 ans qui viennent, on se concentre sur 4 grandes priorités, et c'est celles-ci qu'on va décliner avec nos partenaires, qu'on va financer, qu'on va suivre, piloter, et puis pour lesquelles on aura des résultats, des comptes à rendre dans 5 ans. Donc ces 4 priorités, je vais vous les donner, et puis après, je pense que dans l'échange, ce sera plus intéressant d'y revenir. La première, alors ce n'est pas par ordre d'importance, mais il fallait les classer. La première, c'est le renforcement de la prévention au plus jeune âge, 0-16 ans, et puis donc auprès des plus jeunes et de leurs parents. Donc ça, c'est le constat, c'est suite au constat et au bilan qui ont été faits du PRS précédent. On s'est rendu compte de l'importance
de s'orienter sur l'éducation à la santé, sur la formation des parties prenantes, la lutte et ça nous permet d'englober des tas de choses, la lutte contre les addictions, les problématiques, de conduite à risque, le renforcement des compétences psychosociales dont on parle, très largement. On a déjà dans le PRS précédent, dans certains parcours, notamment enfants-ados, travaillé sur ces thématiques. Ça a donné des résultats et il nous a semblé indispensable de relancer, fortement, cette dynamique de prévention au plus jeune âge et auprès des parents pour les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est la première priorité. La seconde, et ça commence à répondre à la question que vous évoquiez en introduction. J'ai souhaité qu'on traite des sujets, de santé environnement et notamment de la minimisation de l'impact environnemental sur la santé, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, de changement climatique. Ces 2 grands volets, en fait, on va y retrouver la question de la décarbonation du système de santé. Voilà, le Shift Project a beaucoup travaillé sur ce sujet. On travaille avec la ministre Firmin Lebaudot également sur cette thématique et je représente les DG d'ARS, dans le groupe de travail, la task force qu'elle a mise en place autour de ces questions et donc on saura aussi, tirer tous les enseignements de ce qui se passe au national pour pouvoir le déployer dans la région. Donc c'est la question de la décarbonation du système de santé, de la qualité environnementale, des maladies vectorielles, de la manière dont on s'adapte aussi à ces changements. Ça, c'est la deuxième priorité. La troisième, elle est centrée, sur l'accès aux soins, mais sous un angle un peu particulier. L'accès aux soins, c'est de toute façon, notre travail au quotidien. Là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pendant les questions. Mais donc au-delà de l'accès aux soins en général, il nous a semblé indispensable, là aussi au regard, hein, de la situation dans notre région, de travailler spécifiquement sur l'optimisation de l'accès aux soins non programmés dans chacun des territoires. Et là, l'idée, c'est aussi, de dépasser la question, de la seule problématique des urgences, qui en est une, hein. On a fait les assises des urgences dans le Grand Est, il y a quelques mois maintenant. On voit bien que, voilà, on a à écrire l'histoire, aussi, sur ce sujet-là. Mais là, l'idée, c'est bien l'accès aux soins non programmés dans une approche vraiment intégrative. Pour vous donner un exemple, on s'est rendu compte qu'une partie, du soin non programmé était pourtant prévisible. Et donc, c'est toute la question aussi de comment on prend en charge spécifiquement, des épisodes non programmés dans un parcours, par exemple, d'affection de longue durée, où on sait que potentiellement, à différents moments, la personne aura besoin, d'avoir un contact avec le système de santé. Il est prévisible ce contact, il n'est pas programmable, mais comment est-ce qu'on peut faire que, par exemple, ça ne se termine pas au service des urgences, mais plutôt directement dans un service approprié ou auprès d'un professionnel de santé, approprié. Voilà, c'est un peu ça la dynamique qui est derrière, mais j'y reviendrai s'il y a des questions. Et puis la dernière priorité, c'est la question de la préservation de l'autonomie aux différents âges de la vie, ce qui nous permet d'englober, des questions, du handicap et de la personne âgée. Et l'objectif, c'est, d'encourager un écosystème de la santé qui soit favorable à la préservation de l'autonomie. Et là, on va trouver, les dimensions, de santé et d'autonomie forcément, mais aussi, toutes les questions d'inclusion, des aidants, l'appui aux aidants, les questions d'autodétermination aussi des personnes, qu'on a essayé de traiter aussi dans cette priorité. Voilà, donc 4 priorités, un schéma du coup assez resserré, et comme j'ai l'habitude de le dire, bien entendu, ce schéma, c'est un document qui est un document stratégique, donc il n'a pas vocation à épuiser la totalité de l'activité d'une agence régionale de santé. Et donc, derrière ça, on continue à piloter notre activité avec des feuilles de route pluriannuelles. Et donc, alors pour vous donner un seul exemple qui est souvent très parlant, on a comme, partout en France dans le Grand Est, décliné la feuille de route cancer. Et donc on a cette feuille de route pluriannuelle qui, nous oblige sur le sujet spécifique du cancer pour les 5 ans qui viennent. Et donc on est en train de travailler à sa déclinaison. Elle apparaît pas en tant que telle dans le projet régional de santé, mais bien entendu, c'est aussi une de nos priorités d'action. Et puis peut-être, avant de vous redonner la parole, dire que dans ce schéma régional de santé, il y a aussi un certain nombre de figures imposées.
Donc, il y a des éléments sur les services médico-sociaux, sur la biologie, sur des dispositifs de gestion des situations sanitaires exceptionnelles, ORSAN et ainsi de suite. Donc ça, c'est décliné dans le projet, c'est réglementaire. Et il y a aussi un sujet qui est un sujet très technique, mais qui est aussi très structurant pour le territoire, qui est la question des implantations des activités de soins qui sont soumises à autorisation. Donc c'est très technique, mais derrière cette technique, hem, a été analysée la situation du système de santé et les endroits où on peut se faire soigner, dans le Grand Est, pour ces questions d'autorisation et donc on a proposé des objectifs quantifiés de l'offre de soins, qui structurent et qui vont structurer, le paysage dans les 5 ans qui viennent. Ce que je peux dire, sur ce sujet-là, c'est que, on est toujours en train d'en discuter, en tout cas avec les parties prenantes. On a eu, plutôt une politique assez conservatrice dans le sens où il y a pas d'évolution majeure, par rapport, au schéma précédent. On n'a pas, indiqué, qu'on ouvrirait, 10 maternités dans le Grand Est, ni, ni qu'on fermerait, toute la chirurgie, des cancers, ORL sur le territoire. Donc on a été assez conservateur. Néanmoins, il y a une réforme majeure des autorisations, qui est portée, par le ministère et qui du coup trouve sa traduction dans ce schéma. Peut-être simplement dire que l'enjeu, qui est le nôtre et qui est aussi celui souligné par les partenaires du territoire sur ces questions, c'est de bien prendre en compte la dimension ressources humaines. Vous le verrez et vous l'avez vu si vous avez lu le schéma, de toute façon, c'est le fil rouge, de notre action, pas que pour les 5 ans qui viennent, hélas, mais plutôt pour les 10 ans qui viennent. La raréfaction, des professionnels de santé est bien entendu prise en compte. Elle est déterminante de ce qu'on va pouvoir porter et donc sur, la partie offre de soins comme pour le reste, on est toujours un peu sur le fil entre vouloir développer des activités, mais sans ressources humaines supplémentaires et donc on sait que, bah, voilà, dans un univers contraint où les ressources humaines n'augmentent pas, forcément, augmenter l'offre de soins, c'est, créer de la concurrence et donc on est extrêmement vigilant à ne pas, créer une concurrence inutile, sur les territoires sur ces questions. Je donnerai un exemple, on a un gros travail en cours pour essayer d'augmenter, la formation des manipulateurs radio, puisqu'on sait que, dans le cadre de la réforme des autorisations, le matériel va pouvoir maintenant être déployé sans autorisation de l'agence dans certaines conditions néanmoins et donc ça va nécessiter, beaucoup de manipulateurs radio. Aujourd'hui, on n'est pas riche en manipulateurs radio dans le Grand Est, mais nulle part en France et donc voilà, ça nécessite qu'on travaille en parallèle sur cette question de, voilà, comment on fait avec les ressources humaines dont on dispose et donc je pense que ça fera aussi l'objet de pas mal de débats ce matin. Mais voilà, c'est aussi le fil rouge, derrière ces priorités, qui sont dans le schéma. Donc voilà ce que je pouvais dire, de manière un peu synthétique sur la manière dont on a travaillé. Heu, Peut-être je ne l'ai pas dit, donc un travail fait à la fois de bilan et d'évaluation de certaines, des politiques, des années qui viennent de s'écouler. Un travail avec, un certain nombre de groupes d'experts, un travail interne, bien entendu et donc c'est bien le croisement, de l'ensemble de ces expertises qui nous a permis aussi d'arriver à ce document, qui est aujourd'hui donc soumis à la consultation. Vraiment merci pour ce propos liminaire qui est tout à fait éclairant. Hem, J'avais envie de vous poser une question, tout d'abord avant de passer la parole à Anne, puis à Younes, Bruno et Gilbert. Heu, Comment la société civile, d'une certaine manière, c'est-à-dire les élus locaux, les citoyens, les collectivités territoriales, et comment le monde des professionnels de santé ou des acteurs de santé, pour dépasser simplement les professionnels, c'est-à-dire dans les acteurs de santé, je mets au premier chef les patients et leurs associations, comment ont-ils été inclus à l'intérieur de la construction de ce schéma régional de santé?
c'est une question importante parce que c'est de leur mobilisation derrière que va dépendre la réussite, en fin de compte, pour les 5 prochaines années, avec tous les problèmes qu'on connaît, en particulier en Grand Est, c'est ces problèmes de ressources humaines, puisque vous êtes une région transfrontalière, donc vous avez des fuites, on va dire, vers l'Allemagne et le Luxembourg qui sont importantes. Et on en avait déjà discuté dans d'autres sujets, dans d'autres. Oui, oui, tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on a inclus les parties prenantes? De plusieurs manières. Donc, je l'ai dit, hein, il y a eu du travail d'experts, il y a eu, toute la dimension, portée par les organes de démocratie sanitaire de l'agence, donc toutes les commissions autour de notre CRSA, qui ont permis à la fois de travailler sur le bilan et sur les évaluations. On a mis en place, un groupe de travail, autour de l'évaluation du PRS précédent pour choisir les thématiques à évaluer, pour partager les évaluations et en tirer des conclusions. Et d'ailleurs aujourd'hui, l'ensemble de ces commissions, qui composent notre CRSA, travaillent sur le projet pour pouvoir donner leur avis. J'ai assisté à certaines de ces discussions qui sont effectivement très éclairantes aussi, des situations spécifiques de certains territoires ou de certains domaines d'action et voilà et qui permettront aussi de prendre en compte dans la mise en œuvre maintenant opérationnelle du schéma, un certain nombre, d'éléments complémentaires et puis le choix qu'on avait fait aussi, c'est sur les 4 priorités que j'ai, présentées tout à l'heure, de faire aussi des journées en Grand Est qui ont été, du coup, animées, d'ailleurs, un peu partout, dans les territoires et qui nous ont permis aussi de prendre directement, des contributions, mais cette fois-ci centrées plutôt sur la partie, des 4 priorités. Voilà. On peut toujours faire mieux, mais je pense on a déjà, essayé d'inclure au maximum et d'écouter et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, voilà, là on a nos orientations stratégiques. Maintenant l'essentiel c'est de le mettre en œuvre, ce schéma et là on aura besoin effectivement de l'ensemble des parties prenantes, pour le mettre en œuvre, peut-être sur certains sujets, réorienter l'une ou l'autre action, dans les 5 ans qui viennent. Super. Alors, on va passer à la session des questions. La règle du jeu est simple. Vous mettez votre caméra. On prend les questions dans l'ordre de lever de la petite main jaune qui s'affiche à l'écran. Vous dites qui vous êtes, en quelle qualité vous parlez. On a le droit d'être médecin et de parler en tant que citoyen, d'être patient et parler en tant qu'élu local. Donc, c'est extrêmement éclairant de savoir d'où vient la question. Et voilà. Et on accueille avec grand plaisir toutes les questions constructives. L'intérêt des Cafés Nil et du Café Nil Grand Est, c'est justement de pouvoir partager pour essayer de construire. Anne? Oui, Anne Dedade, donc moi je suis conseillère en santé et autres responsabilités du même ordre. D'abord, merci infiniment de cet éclairage. J'ai 2 toutes petites questions. La première, c'est que vous indiquez que vous avez un PRS Grand Est. Or, la stratégie nationale de santé n'a même pas été encore adoptée et Olivier faisait référence hier à la conférence de presse de Chéri Kizal-Simi qui demandait juste avec d'autres députés de pouvoir avoir la stratégie nationale avant le PLFSS. Donc, comment est-ce que le calendrier s'agence ou pas et toute petite question, pour votre PRS passé, enfin celui qui se termine là, quel est le succès dont vous êtes le plus fier? Quelle est la chose dont vous pensez que vous l'avez mieux réussi? Merci infiniment. Merci. Alors sur, la question du calendrier, c'est une vraie question, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, la manière dont on a choisi, de traiter cette question des calendriers, alors là, vous parlez de la stratégie nationale de santé, mais on peut aussi parler des différents plans qui ne vont pas manquer, de se succéder dans les 5 ans qui viennent. Du coup, le choix que j'ai fait, c'est effectivement de les traiter plutôt dans la partie des feuilles de route pluriannuelles qui sont moins contraintes, qui sont plus agiles, que, ce que l'on peut faire, via la publication, de la stratégie régionale. Voilà, donc on verra si c'est effectivement une bonne formule, mais de mon point de vue, elle nous permet,
cette agilité. Ensuite, on avait eu des discussions, hein, les DG d'ARS au niveau national, sur la stratégie nationale de santé, dont on connaît les grandes orientations et qui nous ont permis au moins de vérifier qu'on n'était jamais orthogonal avec ces éléments. Voilà. Et ensuite, à charge pour nous aussi d'être souple, d'être adaptable. Si on a un grand plan l'année prochaine, bien entendu, qui sera déployé dans le Grand Est, et donc on adaptera notre feuille de route à ce plan. Mais c'est vrai que c'est enfin, je suis d'accord, c'est aussi une difficulté de gestion de ces différents calendriers. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, peut-être que certains partenaires hospitaliers notamment en parleront. On a des enjeux très forts sur la permanence des soins hospitaliers. Et là aussi, on aurait dû, dans ce PRS, publier notre nouveau schéma de la permanence des soins. On était en attente d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui n'a pas été rendu suffisamment tôt pour qu'on puisse l'inclure. Et donc, les travaux vont commencer derrière et on fera une modification du schéma probablement dès le premier semestre 2024 pour pouvoir inclure le sujet de la permanence des soins. On attend aussi les conclusions du travail qui est en cours au niveau national, le nom m'échappe, mais sur la périnate, les assises Oui. de la périnate, pardon. Voilà, donc ça aussi, ça aura un impact nécessairement sur l'offre en périnatalité dans les années qui viennent. Je vous l'ai dit, on a été pour l'instant assez conservateur. Rien ne dit qu'on ne devra pas aussi modifier certains éléments dans les mois qui viennent. Voilà, donc c'est quand même aussi un document qui vit. Il ne faut pas se dire qu'il est totalement figé, même si à chaque fois qu'on doit modifier le schéma régional de santé, il faut repasser par une phase réglementaire d'avis qui est un peu plus légère, mais qui existe. Voilà, d'où l'intérêt des feuilles de route pluriannuelles qui sont directement à notre main. Voilà, j'ai donné quelques exemples, il y en a d'autres d'évolutions qui ont fonctionné. Sur un succès, c'est très difficile, bien entendu. On a fait beaucoup de choses. On a eu pas mal de sujets de satisfaction avec de gros projets portés, donc toujours hein, par nos partenaires. Moi, ce que je voulais dire, parce que je pense que c'est aussi ce qui a conduit à certaines des priorités de cette année, c'est que le travail qu'on a engagé autour des sujets de parentalité dans le parcours enfant-adolescent. Alors cette fois-ci, ce n'est pas nécessairement un succès, mais en tout cas, ça a commencé à porter ses fruits et ça a témoigné du fait qu'il fallait qu'on continue. Et voilà, je pense que donc on a mis en place un certain nombre d'actions probantes, hein. On n'a rien inventé, mais on a utilisé des actions probantes qui sont déjà déployées ailleurs, qui nous ont permis des avancées. Je pense à ce qu'on a pu faire par exemple à Mulhouse, et donc voilà, qui nous ont fait dire aussi que c'était un sujet d'attention pour les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup de cette réponse. Younes? Oui, merci Olivier. Donc Younes, je suis consultant chez NIL et pharmacien. J'avais 2 questions. Vous n'avez pas évoqué dans votre propos liminaire la question de la santé au travail. Or, on y passe un quart, voire un tiers de notre temps quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondu de manière transversale dans les différentes thématiques qui sont abordées dans le SROS, ou alors c'est un sujet qui fait l'objet d'une planification à part et qui est piloté ou pas hein, par l'ARS, parce que pour le coup, ça fait intervenir, je pense, de nombreux acteurs sur le plan institutionnel. Et ma deuxième question, ça concerne la vaccination et la communication qu'on fait autour de la vaccination et des fake news de manière générale. On a vu pendant la crise qu'on avait pas mal de recrudescences d'antivax qui ont quand même qui ont mis à mal les politiques de santé publique des pouvoirs publics. Et ma question c'est comment l'ARS va s'adapter à la diffusion de ces fausses informations et se doter de nouveaux outils justement
pouvoir lutter contre ça. Et je parle, enfin, la, la question est, parce qu'on a avec Open Rome un think tank qui s'appelle Vaccination et Lien social. On met beaucoup, on se concentre beaucoup sur la question des réseaux sociaux et on essaie de lutter contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Et l'une des attentes qu'on a, ce serait que le pouvoir public soit un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux pour justement apporter un peu d'aide à tous ces militants pro-science qui vont faire du débunkage quotidiennement, mais qui ne sont absolument pas soutenus par les pouvoirs publics. Donc voilà, c'était mes deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais je serais ravi de vous entendre là-dessus. Merci. Donc sur santé au travail, donc on contribue nous au plan régional de santé au travail au titre de l'Agence régionale de santé. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et ensuite, dans le PRS lui-même, vous allez retrouver des éléments, mais plutôt centrés du coup sur notre cœur d'action, qui est la santé au travail des professionnels de santé. On a fait il n'y a pas très longtemps un séminaire à Nancy sur prendre soin de nos soignants. Qui a d'ailleurs connu un certain succès. Et donc, on trouve davantage de choses autour des ressources humaines en santé, de prendre soin des soignants dans le PRS. Et le reste, c'est une contribution qu'on fait vers l'extérieur. Et après, on s'intéresse aussi au sujet. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on a aussi néanmoins important, on a aussi des partenaires sur le territoire qui ont fait le choix d'avancer vite sur les sujets de santé au travail, notamment autour des enjeux de la télémédecine. Comment est-ce qu'on peut faciliter la santé au travail toujours dans ce contexte de raréfaction des personnels, notamment médicaux, avec des nouveaux outils. Voilà, et donc il y a des entreprises qui innovent de ce point de vue dans notre territoire, et donc on suit ça de près aussi pour voir si on peut le déployer de manière un peu plus large. Donc on s'investit dans la thématique, mais dans le PRS, vous la retrouverez plutôt autour de prendre soin des soignants que sur les sujets de la population générale. Et puis sur la vaccination, alors, plusieurs choses. Oui, je vous confirme qu'on a eu dans le Grand Est à traiter de ce sujet pendant le Covid, mais de manière plus générale, voilà, comment est-ce qu'on amène la population, comment est-ce qu'on convainc et qu'on amène la population à se faire vacciner. Ce que je peux dire, c'est que dans les dynamiques de vaccination elles-mêmes, le fait d'aller vers nous a quand même permis, en nous rapprochant directement des populations plutôt réticentes initialement, à réussir à convaincre avec les professionnels de santé. Bien sûr, quand je dis on, c'est les partenariats, c'est pas l'ARS. Voilà, mais je pense que la dynamique d'aller vers, elle nous permet de faire de la pédagogie et puis parfois quand même de réussir à convaincre. Et ensuite, on est présent sur les réseaux sociaux pour effectivement donner le change, porter les enjeux de la vaccination. Vous le savez, là, on démarre la vaccination contre le papillomavirus à l'école dans les classes de 5e en lien avec l'éducation nationale. D'ailleurs, la campagne nationale est en cours. Voilà, nous, on essaie de se faire aussi le relais local. Là encore, on va aller dans les établissements, donc on va aller vers. On verra si effectivement on a des problématiques particulières. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on poursuive en tout cas ce travail de conviction sur la vaccination, et ce sera aussi inclus pour nous dans la première priorité que j'évoquais tout à l'heure. Quand on veut renforcer la prévention auprès des plus jeunes et des parents, on a tous ces enjeux de vaccination qui sont bien entendu inclus. Merci beaucoup. Bruno Lamotte. Oui, bonjour, merci beaucoup Bruno Lamotte de l'association Rénalou. Alors, on vous entend, Bruno, on vous entend pas très fort. Alors, oui, ça va beaucoup mieux. Ça. Voilà. Bruno Lamotte de l'association Rénalou. Peut-être déjà un premier commentaire. On partage beaucoup les constats sur le fait que c'est difficile de construire un plan qui répond à toutes les priorités et à tous les enjeux, évidemment.
d'autant plus qu'il y a des territoires qui sont très éclatés dans la région Grand Est et avec des difficultés d'homogénéiser des pratiques et des besoins. Sur la partie un peu plus spécifique du Rhin, peut-être un constat un peu sévère, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup, d'une latence importante. Il y a un plan national qui a été élaboré de manière assez consensuelle entre les professionnels de santé et les patients, qui est ambitieux, mais pas trop, avec des déclinaisons régionales qui sont une innovation hein, pour le coup. Et sur la partie Grand Est, on a l'impression que le pilotage régional de l'ARS n'est pas très efficient. En réalité, pour l'instant, il n'a pas démarré. Et donc, du coup, les enjeux importants qui étaient justement de commencer très fort et de continuer ensuite à progresser, on a l'impression qu'on a perdu un an. C'est ma première question. On a bien compris que finalement, dans le plan, dans le PRS, il n'y avait que des objectifs assez généraux qui seraient déclinés ensuite en feuilles de route. On sera attentif à ce que ces feuilles de route soient suffisamment ambitieuses et précises. Je crois qu'un travail va démarrer, évidemment, partie prenante. J'ai une question sur la prise en compte de la qualité des soins. Elle est assez peu présente dans le PRS dans le SRS de manière générale, et sur la partie maladie rénale, elle n'est pas présente du tout. Et je pense qu'au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est peut-être un objectif à garder en tête. Et ensuite, deux questions subsidiaires qui ne vont pas forcément vous surprendre et qui ne sont pas tout à fait en lien avec le SRS, mais quand même. La première, c'est la faculté, enfin la capacité pour votre agence à prendre en compte des alertes sanitaires, des événements indésirables graves de santé, dans des temps qui permettent de corriger sans mettre en jeu la santé et la sécurité des patients, voire même leur vie, avec des équipes qui sont restreintes au niveau de l'ARS Grand Est. On vous a saisi d'un cas extrêmement grave. Et pour le coup, ça fait un mois et demi, on n'a pas de retour, ça nous inquiète beaucoup. Et une déclinaison de cette question, comment pouvez-vous contrôler sur place les établissements, sur place et sur pièce, hein, les établissements et notamment les centres de dialyse? Merci infiniment. Alors, sur les premiers sujets, donc on est en discussion avec vous hein, sur ce sujet de la déclinaison du plan greffe. On sait aussi que vous êtes allé au ministère pour évoquer ces sujets et les problématiques régionales de déclinaison. Donc oui, on a un plan greffe qu'on va décliner. Le travail est en train de s'engager. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on le fait dans le cadre effectivement de feuilles de route. Voilà, on a pris un peu de retard. Il sera rapidement rattrapé. Mais voilà, en tout cas, on a bien en tête ce sujet. Et d'ailleurs, mon conseiller médical rencontre un certain nombre de porteurs de ces projets cette semaine. Donc voilà, les choses sont lancées. Et donc, j'ai pris bonne note de vos remarques. Sur la qualité, donc on aura là aussi, hein, bien entendu, c'est pareil, c'est un fil rouge. Il est en filigrane dans le PRS. Il y a une feuille de route pertinence et qualité. C'était auparavant dans le SRS, mais pour moi, ça fait partie des problématiques. Quand on y met tout, bah, finalement, on a du mal à suivre tout. Et donc là, cette question, elle est bien entendu centrale, mais elle sera déclinée par ailleurs. Et sur inspection-contrôle, bah, bien sûr, on inspecte et on contrôle, vous savez, hein, on a été en plus renforcé ces dernières années dans le cadre du plan de contrôle des EHPAD. Donc, toutes les ARS ont été renforcées sur la partie inspection-contrôle. C'est un travail qu'on fait au sein de la direction qui porte ce nom au sein de l'agence. Là aussi, le sujet que vous évoquez, mais qui, je pense, n'a pas vocation à être évoqué ici, est bien pris en compte. Et nous sommes en train de faire à la fois les analyses de risque et les méthodes associées. Voilà.
on a une méthode à déployer sur l'inspection-contrôle qui nécessite un travail fin aujourd'hui, et je pense qu'on a beaucoup gagné en efficacité et en efficience sur ces questions des inspections-contrôles en menant des analyses de risques très précises qui nous évitent d'aller aussi en inspection ou en contrôle, parfois au risque de ne rien trouver ou de ne rien pouvoir faire. Voilà, donc ce travail, il est en cours sur le cas spécifique que vous évoquez. On n'est bien entendu pas resté les bras ballants. Alors, question suivante, Gilbert Angard. Gilbert est le président d'Élus Santé publique et territoire, et c'est notre partenaire pour les prochains États généraux de la santé en région, auxquels vous aviez accepté de participer l'année dernière, et qui se tiendront le 7 décembre prochain à Dijon. Merci Olivier, donc c'est pas la peine que je me présente, tu m'as présenté. Je rajoute que je suis membre de la commission permanente de la CRSA d'Occitanie. Alors ma question, madame, d'abord vous remercier pour la qualité de votre exposé. Ma question c'est comment dans votre stratégie régionale vous prenez en compte cette tendance actuelle vers une plus grande territorialisation des actions de santé, toutes ces réflexions sur le dernier kilomètre, l'aller vers, et l'émergence du rôle plus important des élus locaux dans la prise en compte de la santé publique. Merci. Alors merci effectivement de me poser cette question. Vous l'avez sûrement vu aussi, hein, on a évoqué cette question de la territorialisation dans un des items du SRS. Peut-être dire donc notre organisation aujourd'hui en Grand Est est tournée autour de cette territorialisation. Moi, donc ça fait 3 ans que je suis à la tête de cette agence, et dans les objectifs que je nous ai fixés en tant qu'agence, il y en a 2 qui, à mon avis, répondent à votre question. C'est d'être une agence orientée solution et animatrice de ces territoires de santé. Et donc, toute notre action, que ce soit au siège de l'agence ou dans les délégations territoriales, elle tourne autour de ces deux objectifs: trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans les territoires et animer les territoires avec des partenaires dont les élus font bien entendu partie. Voilà, donc ça, c'est dans notre stratégie interne et externe que j'ai fixée il y a maintenant 3 ans à mon arrivée. Donc, comment est-ce que ça se matérialise concrètement ? C'est une autonomie donnée aux délégués territoriaux de l'ARS Grand Est pour agir sur leur territoire en déclinaison de la politique que je fixe, dans le cadre que je fixe, mais donc avec une autonomie importante, y compris d'ailleurs des éléments d'autonomie budgétaire. Voilà, donc action possible, réaction possible pour porter des projets au niveau territorial dans le cadre du fonds d'intervention régional. Vous avez évoqué le aller vers. C'est vrai que voilà, le Covid là, nous a donné vraiment un coup d'accélérateur sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, quand on se pose la question de savoir comment on va agir sur le territoire, on se pose systématiquement la question de savoir si l'aller vers est une bonne solution ou pas. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on s'interroge systématiquement sur ce sujet. Et puis, pour ce qui est des discussions avec les élus locaux, donc il y a des échanges permanents. On a un outil, mais qui n'est pas propre au Grand Est, qui est un outil à la disposition de l'ensemble des agences, qui est le contrat local de santé, et qui est vraiment là une discussion avec les élus pour porter, au regard de l'analyse et du diagnostic de santé du territoire, un certain nombre d'actions orientées prévention, mais aussi accès aux soins, puisqu'on sait aujourd'hui que dans nos discussions avec les élus, la partie accès aux soins, désertification médicale, c'est un sujet central sur lequel on échange tous les jours. Et puis dernièrement, on a aussi associé les élus dans le cadre de la déclinaison territoriale du CNR, et donc on finance aussi un certain nombre d'actions locales dans ce cadre, en lien étroit avec les élus. Et puis peut-être le dernier point, qui est un peu technique et de gouvernance, mais qui a quand même son importance. On avait une déclinaison territoriale
de notre démocratie sanitaire. Alors, j'ai un petit écho. Oui, il y a un écho. Ouais. Qui était une déclinaison. On avait 10 départements dans le Grand Est et on avait simplement 5 commissions territoriales de notre démocratie sanitaire. Et cette maille n'était pas satisfaisante pour porter correctement les projets. Pour être très clair, on avait par exemple un CTS qui couvrait l'ensemble de l'ancienne Champagne-Ardenne. Et donc forcément, quand vous portez des projets sur le sud de l'Aube, avoir une enceinte pour en discuter qui va jusqu'au nord des Ardennes, c'était pas simple, c'est pas opérationnel. Et donc là, depuis l'année dernière, on a fait le choix d'en avoir 10, un par département, donc se restructurer la démocratie sanitaire territoriale au niveau départemental. Donc on a reconstitué ces commissions et un certain nombre d'entre elles sont présidées par des élus et elles comportent effectivement des élus, y compris de la représentation nationale. Et donc voilà, là aussi, alors ça se met en place, hein, on les a mis en place au printemps, donc maintenant il faut qu'elles s'organisent pour être effectivement en routine. Mais voilà, là aussi, c'est un nouvel endroit pour nous, département par département, d'associer les élus à la politique de santé. Et puis, bien entendu, ils sont représentés au conseil de surveillance de l'agence au niveau régional. Mais voilà, c'est pour porter des enjeux plutôt budgétaires et stratégiques régionaux que territorialisation de notre action au sens strict. Merci, madame. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant parce que on a fait une étude justement avec les CPTS de Grand Est pour suivre un peu le Tour de France d'Agnès Firmin-Lebaudot sur le déploiement des CPTS et la facilitation de l'accès aux soins de premier recours. D'ailleurs, dans la région Grand Est, les CPTS étaient très, très actives et ils nous ont beaucoup donné d'informations autour de leurs actions et de ce qu'elles voulaient faire. Et Alix Louet, qui est une des coordinatrices d'une CPTS, disait que le renforcement du lien avec les élus locaux était aussi une des conditions de succès de l'action auprès des populations pour faire en sorte d'avoir un accès qui soit un accès simplifié et non seulement plus facile, mais aussi très certainement plus optimisé avec l'utilisation des moyens modernes. Ce qui rejoint un peu d'ailleurs la problématique de l'eau, puisque j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat en disant que les médecins, alors l'Aube et le Nord-Côte d'Or, dont je suis élu local aussi, c'est la même problématique. De toute façon, on est l'un à côté de l'autre, mais c'est vrai que les médecins vieillissent et à l'heure actuelle, si on ne trouve pas d'autres solutions que l'exercice, on va dire, en cabinet, on ne va pas y arriver, quoi. Alors, on a une question d'Antoine Lenoir ensuite. Oui, bonjour. Bonjour la directrice, Lenoir Antoine, Siemens Healthineers. Et je prends la parole dans le cadre de mes fonctions chez Siemens Healthineers. Donc, je vous remercie pour votre participation et j'en profite pour remercier vos équipes pour ce PRS dans sa version consultative. Ma question va concerner notamment la partie SRS que vous avez évoquée, et l'ordonnance du 12 mai 2021 a amené beaucoup de décrets. Et notamment le décret concernant l'imagerie en coupe et le scanner et l'IRM. Et en fait, quand on regarde les ARS, je vais prendre la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et l'Île-de-France, ces 3 ARS ont 3 lectures différentes de ce décret. Donc ma première question, y aura-t-il un alignement et une instruction de la DGOS qui permettra une application nationale de ce décret? La deuxième, qui est un peu plus pratico-pratique et qui est la remontée de tous les offreurs de soins, notamment en imagerie, avec l'ouverture récemment du système SI autorisation, avez-vous une idée de la première fenêtre qui suivra le SRS et sa durée? Ma troisième question aussi, c'est cette libéralisation des équipements matériels lourds pose la question de la soutenabilité du financement des EML. Et donc, les seuils seront-ils appliqués encore par machine ou par site d'autorisation, comme nous le rappelle le décret du 16? Et enfin, rapidement, allez-vous utiliser le décret du 7 avril qui donne un pouvoir dérogatoire aux directeurs et aux directrices des ARS pour faciliter l'ouverture et de nouvelles implantations? Alors,
Catalogue de questions. À question précise, réponse précise. Le sujet de l'application du décret, c'est une discussion qui est effectivement une discussion nationale avec le ministère. Moi, je ne peux pas répondre à ce point. Sur les fenêtres d'ouverture des dépôts de dossiers d'autorisation, c'est un travail qui est en cours. Comme vous le savez, hein, la réforme des autorisations, à ce stade en tout cas, nous oblige à revoir la totalité des autorisations, y compris aujourd'hui l'activité de médecine du CHU de Reims. Voilà, donc on a un gros travail à faire de priorisation, un travail de méthode aussi pour permettre effectivement d'avoir des calendriers qui soient cohérents avec les besoins. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre, on est en train de faire ce travail, c'est colossal, c'est des années en fait hein, de XOS devant nous pour pouvoir régulariser la totalité des activités. Donc mes équipes sont en cours, donc je ne peux pas vous dire quand sera positionné le sujet des équipements lourds. Et sur la question de la libéralisation, vous évoquez effectivement la question de la soutenabilité. Moi, je l'avais dit dès l'introduction, j'avais d'ailleurs pris cet exemple. Hein, cette question de la soutenabilité, elle est à la fois financière et elle est surtout déterminée par les ressources humaines. Aujourd'hui, l'inquiétude qu'on a liée à cette libéralisation, c'est la capacité à faire et à faire fonctionner un nombre croissant de machines. Donc, il y aura toujours cet enjeu pour nous de partager avec le porteur de projet l'analyse des besoins du territoire et la capacité à faire en termes de ressources humaines. Et ce sera bien le croisement de ces deux objectifs qui donneront effectivement une soutenabilité aux porteurs des projets et aux porteurs des équipements. Voilà, donc même si le secteur se libéralise, il nous paraît important et on va garder le contact avec les porteurs pour effectivement analyser ensemble la réponse aux besoins du territoire et les ressources humaines, je l'ai dit. Il restait la question du pouvoir dérogatoire des directeurs Ah oui, d'ARS, pardon. dont Pouvoir votre dérogatoire. réponse m'intéresse beaucoup. Oui, donc oui, bien sûr, on va utiliser cette capacité à déroger. On est en train donc de faire ce travail en interne à l'agence hein, avec mes directeurs, de voir sur quelle thématique ce pouvoir peut être utilisé et surtout peut être utile. Voilà, donc oui, on a bien l'intention de s'en servir. Il est quand même très encadré. Il faut quand même le partager, hein, et c'est normal, pas déroger à tout, mais il est vraiment très encadré et très cadrant. Et donc, la question de savoir le point de passage qui est le nôtre est en train d'être analysée à la fois par les juristes et par les directeurs métiers. On a aussi un certain nombre de suggestions de la part de nos partenaires pour dire bah voilà, on voudrait faire ça, aujourd'hui on ne peut pas, est-ce que ce n'est pas du ressort du pouvoir de dérogation des DG d'ARS et donc on instruit aussi quelques dossiers en ce sens et puis bien entendu on a aussi un partage de ces informations entre les ARS voilà, pour voir un peu comment on peut en faire le meilleur usage. Les préfets ont ce pouvoir de dérogation depuis quelques années. Ils s'en sont effectivement saisis. Donc voilà, on regarde aussi la manière dont tout ça s'est fait dans les quelques années qui viennent de s'écouler chez nos collègues des préfectures. Super. Ce qui va dans le sens de la décentralisation est quelque chose. Et de la territorialisation de l'action, exactement. Exactement. Question suivante, Jean-Marie Cohen. Oui, en fait, bonjour. Donc, moi, je suis un médecin généraliste un peu particulier parce que je dirige Open Rome et je m'occupe de réseau entre les soignants de toutes les professions de santé, ostéopathes inclus. Je vous pose une question sur l'Aube. Il se trouve que j'ai des contacts avec les médecins au bois
et ils sont extrêmement inquiets parce que il y avait déjà une démographie difficile comme un peu partout. Il y a donc un hôpital qui est un petit peu en souffrance car c'est pas un CHU, c'est un hôpital de département et il va pas très bien. Et beaucoup enfin, médecins, notamment généralistes, mais pas seulement, en fait cardiologues, gynéco, etc., sont donc restés alors qu'ils étaient à la retraite avec l'espoir qu'ils allaient donner un coup de main momentané pour que le système ait le temps de donc s'adapter. En fait, ils n'ont pas vu d'adaptation réelle et donc ils sont tous en train de donc craquer les uns, donc les uns après les autres. Certains meurent et puis d'autres sont épuisés et il va y avoir une vague de départ dans les semaines qui viennent. Le risque majeur, c'est que les jeunes qui restent craquent aussi sous le poids de la vague qui leur tombe dessus. Est-ce que dans le cadre de votre priorité numéro 3, accès aux soins non programmés, il y a quelque chose de non prévu pour l'Aube, y compris dérogatoire? Alors, ce sujet, donc, il est bien entendu connu de la délégation territoriale de l'Aube, hein, au sein de l'ARS. Les outils qu'on a à notre disposition sont les outils qu'on a à disposition partout sur le territoire, hein. Donc, c'est ce que disait monsieur Mariotte tout à l'heure. Je ne sais pas quelle adaptation réelle était attendue de la part de ces professionnels, mais en tout cas, on a plusieurs axes possibles pour essayer de renforcer l'accès aux soins. Il y a effectivement la partie sur l'accès aux soins non programmés. L'Aube est un territoire dans lequel se sont développés depuis plusieurs années maintenant des centres de soins non programmés qui viennent en soutien à la fois des cabinets libéraux et des urgences des établissements de santé. Donc ça, c'est un premier point pour ce qui concerne l'accès aux soins urgents. On sait aussi l'importance, hein, pour attirer et fidéliser les professionnels de santé de ville d'avoir un hôpital fort. Donc on a un nouveau directeur aux hôpitaux de Troyes, pilote du GHT également depuis quelques mois. Donc voilà, le travail est en cours pour essayer de renforcer cet établissement. Vous disiez, c'est pas un CHU, c'est un hôpital départemental. J'attire juste l'attention sur le fait qu'on travaille avec le doyen de la faculté de Reims pour universitariser cet hôpital. Et donc il y a déjà deux professionnels, un PUPH et un MCU PH qui sont présents à Troyes pour nous permettre justement de renforcer cet hôpital dans sa dimension de formation, parce qu'il est assez éloigné de l'université, et dans sa dimension de formation et de recherche au-delà des sujets de soins. C'est un aparté, mais puisque vous m'avez tendu la perche sur le fait que ce n'était pas un CHU, j'en profite pour dire que voilà, c'est des enjeux très importants pour nous aussi, hein, d'amener de la force universitaire ailleurs que dans les CHU, et l'Aube est un très bon exemple de ce point de vue. Et ensuite, il y a toute la dynamique qui est lancée avec les médecins de ville autour du travail pluriprofessionnel, que ce soit dans les maisons de santé ou dans le cadre des CPTS. Les sujets de délégation de tâches, on sait que c'est compliqué, hein, que les médecins n'y sont pas nécessairement favorables, mais en tout cas, on propose toujours d'engager les discussions et d'engager ce travail. Voilà, ça a été fait sur plusieurs années entre le travail conjoint et de coopération entre les ophtalmos et les orthoptistes, et on espère qu'on arrivera aussi sur les autres sujets. Voilà, mais c'est pas simple, hein, les professionnels ne répondent pas toujours présents sur ces questions, et donc voilà, l'agence, elle est accompagnante, elle cherche effectivement des solutions, mais ensuite l'appropriation de ces questions, elle doit bien être faite par les professionnels. Après, on est extrêmement attentif à ce que vous disiez, c'est-à-dire que le manque de professionnels donc pose une difficulté directe d'accès aux soins, c'est indéniable, mais aussi fait porter un risque sur les professionnels qui restent. Et donc là encore, on travaille avec eux. Je me suis déplacée il n'y a pas très longtemps dans l'Aube d'ailleurs, à la rencontre d'une maison de santé pluriprofessionnelle de 2.
d'ailleurs, qui étaient présentes parce qu'elles étaient sur des territoires limitrophes et elles nous faisaient aussi la démonstration qu'elles savaient travailler ensemble. C'était extrêmement intéressant. Et un jeune professionnel venait de s'implanter. Donc, je lui ai posé cette question de savoir pourquoi l'Aube et pourquoi sur ce territoire qui était en l'occurrence là très rural. Et en fait, c'était une personne qui était aussi originaire de ce territoire. Et ça nous fait réfléchir aussi. Alors, ce n'est pas du court terme, ça ne réglera pas notre problème tout de suite. Mais par contre, on travaille avec la fac et avec le conseil régional pour voir comment est-ce qu'on peut attirer dans les professions de santé, médecins, mais aussi soignants, des jeunes des territoires ruraux qui parfois, pour des tas de raisons, ne vont pas de l'Aube à la fac à Reims pour leur formation. Et donc, on essaie de délocaliser des formations. On va aller dans les lycées très tôt pour présenter ces professions et aussi peut-être pour démystifier un peu, notamment sur la première année de médecine, pour dire que tout le monde y a sa place et pas uniquement les jeunes des centres-villes. Voilà, et ça, je pense que c'est vraiment important parce que les enquêtes montrent que ceux qui s'installent dans les territoires en sont aussi très souvent originaires. Voilà. Exactement. Mais ça, ce sont plutôt des enjeux de moyen long terme, hein. Ça ne résoudra pas notre problème tout de suite. Oui, vous avez parfaitement raison. Je crois que la question fondamentale d'un jeune qui passe un bac S mention très bien à Châtillon-sur-Seine, je prends l'exemple de la petite ville du Nord-Côte d'Or qui est à côté de mon village, mais il aura plus envie qu'un Dijonnais de venir s'installer à Châtillon et de faire son trou, sauf que la problématique fondamentale, c'est que il n'a pas la possibilité, je dirais même, d'avoir un environnement culturel facilitant par rapport à un élève qui sort de Carnot à Dijon, qui est le meilleur lycée. Donc, même à bac S mention très bien, on se retrouve avec une discrimination qui est défavorable à l'implantation de ces jeunes, qui eux ont envie aussi d'être près de leur famille et de faire quelque chose. Je ne sais pas s'il ne faut pas inventer comme avec Sciences Po, ce que Sciences Po a mis en place avec la discrimination positive. Mais je pense que oui, moi je trouve que je serais très favorable à une forme de discrimination positive pour faire en sorte que ces jeunes qui peuvent avoir autant de talent que les autres trouvent des conditions qui soient des conditions plus favorables que celles dans lesquelles... Et je pense d'ailleurs que faire entrer les jeunes dans les études de médecine, ça nécessiterait quand même on leur fasse passer un oral pour savoir quelles sont leurs motivations et comment ils prennent en compte un certain nombre de problématiques concernant l'humanisation du système et ainsi de suite. Bon, oui, puis on a aussi un enjeu, par exemple, c'est compliqué pour les jeunes de faire leur stage de troisième dans le secteur de la santé. Et ça, c'est aussi un vrai frein qu'il faut qu'on arrive à lever parce qu'en fait, sinon, ils n'ont que des représentations extérieures. Alors effectivement, s'ils évoluent dans un milieu qui est un milieu autour du soin, ils ont une vision mais qui est celle du milieu dans lequel ils évoluent. Mais de pouvoir aller une semaine dans un service, quel qu'il soit, hospitalier ou autre, en troisième ou en seconde, ça peut aussi permettre soit de créer des vocations, soit au moins de témoigner de la réalité de l'activité. Et donc voilà, donc ça aussi, on essaye d'y travailler. C'est vraiment un levier important. Et peut-être j'en profite pour rebondir sur cette question, puisqu'on a fait un travail... la question n'a pas été posée, mais je pense que c'est aussi une question qui est en filigrane autour des études, notamment des professions paramédicales, des infirmiers, des infirmières, où ceux-ci s'engagent dans les études, mais ne sont pas infirmiers ou infirmières, pour certains d'entre eux, en tout cas, à l'issue des études. Et donc, on a fait un travail dans le Grand Est, un suivi de cohorte de jeunes en formation, infirmiers, infirmières. Et ce qui ressort finalement comme déterminant de la poursuite des études et de l'entrée dans le métier lui-même, c'est le premier stage. Et donc, c'est la première confrontation avec le milieu professionnel. Et en fait, si ce stage, pour tout un tas de raisons, là encore, probablement très différentes, ne se passe pas bien, les études sont interrompues
ou alors il y a une réorientation en cours d'études vers autre chose. Et donc là aussi, l'ARS a financé des coordonnateurs de stages dans tous les départements, voilà, pour essayer d'augmenter le nombre de stages, mais aussi de bien placer les gens et travailler sur la qualité des stages. Voilà, là, on a déterminé que c'était aussi un enjeu majeur sur la partie ressources humaines en santé. Il faut vraiment, si on veut garder les jeunes infirmiers, infirmières dans la formation puis dans le métier, on a cet enjeu du premier stage. Voilà, ça rejoint un peu ces dimensions. Oui, tout à fait. Alors, question suivante, c'est, comme il n'y a pas le prénom, je pense que c'est Brigitte. Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour, je suis néphrologue et je suis conseillère médicale de l'association France Rhin. Moi, je voulais revenir sur votre première priorité sur le renforcement de la prévention des 0-16 ans. Donc, France Rhin travaille beaucoup sur la prévention et on constate qu'il y a une difficulté d'accès dans les établissements, qu'il y a une indépendance des directeurs d'établissement qui permettent ou non l'accès, qui sont plus ou moins réceptifs. Et je voulais savoir comment vous travaillez avec les recteurs d'académie sur la prévention pour les jeunes, parce que très souvent, dans ma carrière, j'ai trouvé qu'il était plus facile de travailler avec l'armée, par exemple, que de travailler avec l'éducation nationale, où c'est vraiment souvent très, très fermé. Voilà. Alors, donc, comment est-ce qu'on travaille avec l'éducation nationale? On s'est fixé un certain nombre de priorités communes. Alors, voilà, comme d'habitude, si j'ose dire, dans l'administration, ça se décline dans le cadre d'une convention. Donc, on a une convention régionale avec l'éducation nationale qui est déclinée ensuite par académie. Et qui est un document qui prend à la fois, enfin voilà, qui essaye de balayer l'ensemble des enjeux qu'on a en commun. Donc vous évoquez celui de la prévention, mais on peut aussi citer celui de l'inclusion, qui est aussi largement partagé pour nous entre le médico-social et l'éducation nationale. Et donc on a eu des travaux très intéressants d'ailleurs, hein, coportés par les rectorats et par nous-mêmes autour de cette convention, avec un certain nombre de déclinaisons très opérationnelles. Voilà, on avait le même souci que celui que vous évoquez, c'est-à-dire de se dire l'objectif c'est pas de faire une cathédrale de papier, mais plutôt de se dire voilà, c'est quoi les actions réelles qu'on peut mener ensemble dans les établissements et qui relèvent par exemple de la prévention ou d'autres choses. Voilà, et donc cette convention, on y a adjoint un certain nombre de fiches actions très précises qui nous permettent de nous engager. Ce qu'il faut aussi dire, hein, c'est que l'éducation nationale est confrontée comme nous aux problématiques de ressources humaines et de ressources humaines, notamment dans les domaines qui nous intéressent directement. Donc voilà, les médecins scolaires, les infirmiers, les infirmières scolaires sont maintenant très peu nombreuses. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à faire entrer à l'école d'autres types de professionnels pour pouvoir porter ces actions. En tout cas, donc, cette convention, elle existe dans le Grand Est. Elle se décline par académie et ensuite par département. Et donc, l'idée, c'est bien de l'alimenter avec des expériences très, très précises. On utilise aussi nos contrats locaux de santé pour faire ça en lien avec les élus sur des thématiques qui ont été identifiées dans les diagnostics. Voilà, on a cette question de l'aller vers. Enfin, si je reprends tout simplement le sujet de la vaccination papillomavirus qu'on est en train d'engager, ce sont des professionnels de santé de ville volontaires qui vont aller vacciner dans les établissements scolaires. L'éducation nationale n'a pas la capacité à porter une politique de prévention de cette ampleur seule. Merci. Catherine, tu as la parole. Oui, bonjour, je suis Catherine Cornibert, directrice générale de l'association SPS, Soins professionnels de la santé. Donc tout d'abord, merci pour votre engagement auprès de la santé de nos soignants, puisque vous êtes, en tout cas à nos yeux, la première ARS qui historiquement prend autant soin
nos soignants, et je pense que vous avez raison parce que en ce moment, il y a urgence et c'est vrai que l'événement de Nancy avec votre DGA, Frédéric Remet, a permis en tout cas d'essayer de valoriser à la fois l'attractivité des métiers du soin et aussi la grande urgence que les soignants en fait fuient maintenant le métier. Donc, c'est comment redonner du sens dans ce cadre-là. Il va y avoir au mois d'octobre, en tout cas l'officialisation d'un plan d'action sur la santé des soignants suite à la consultation avec un grand questionnaire au mois d'octobre. Et dedans, il y a effectivement la formation des professionnels de santé, de la santé. Moi, je voulais voir comment, en fait, on parle beaucoup de formation, on parle beaucoup d'attractivité. Comme l'ARS Grand Est a toujours été un peu pionnière dans ce sujet-là, alors malheureusement grâce ou à cause du Covid, comment en fait on pourrait essayer voilà, d'aller vers, comme vous dites, mais de former et d'attirer ces jeunes. Est-ce que c'est des conférences dans des universités, comme vous avez dit, des stages? Quel serait le modèle un peu innovant dans ce cadre-là? Parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas et qu'il y a encore 20% des infirmières qui quittent leur métier avant leurs études. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu d'innovant, un peu de structurant, un peu voilà, qui déclenche en fait cette passion vers ce métier? Nous pourrions en effet peut-être... C'est vraiment une question centrale, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on cherche en tout cas des solutions sur cette question. On a depuis plusieurs années maintenant un certain nombre de leviers, mais qui étaient plutôt des leviers d'attractivité, y compris financière. Vous le savez, par exemple, depuis l'année dernière, on a mis en place un contrat d'études qui fait que pour les professions paramédicales, on leur donne une bourse une année s'ils s'engagent à rester 2 ans dans un établissement du territoire, et puis on les finance 2 ans s'ils s'engagent à rester 4 ans. Ça vient de se mettre en place. On va voir si effectivement c'est un levier intéressant pour fidéliser les professionnels sur le territoire. C'est un exemple parmi d'autres, mais on avait plutôt des leviers de ce type d'attractivité financière. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, et enfin, moi je vous remercie de la manière dont vous nous accompagnez sur ce sujet, c'est qu'effectivement, ce dont ont besoin les professionnels de santé, mais quels qu'ils soient, c'est de retrouver du sens à leur action. Et ça, c'est compliqué, c'est-à-dire que l'agence ne va pas décréter le sens de l'action. Voilà, on peut porter des tas de choses, on peut partager des initiatives remarquables. Ça, je pense, c'est important. Il y a des établissements, il y a des structures, parce que ce n'est pas forcément un établissement, mais il y a des structures, y compris de soins primaires, qui portent des projets qui redonnent du sens aux soignants. Et ça, je pense qu'il faut qu'on les partage largement pour qu'ils soient ensuite réappropriés. Je prends souvent cet exemple, mais je le redis. J'avais visité il y a quelque temps un EHPAD qui venait de se reconstruire. Et dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement du changement, il y avait eu un travail interne qui avait été fait sur le travail des aides-soignants. Et notamment sur la nécessité que les aides-soignants, autour de leur activité habituelle, reprennent de l'activité auprès des résidents, et notamment du temps pour jouer avec les résidents, pour faire des jeux de société et ainsi de suite. Et donc la première réaction de ces aides-soignantes, ça avait été de dire vous n'allez quand même pas nous payer pour jouer au Scrabble. Et puis toute la dynamique s'est enclenchée dans le cadre de l'accompagnement du changement et du nouveau bâtiment qui était en train de se construire. Les plannings des aides-soignantes ont été revus pour inclure du temps passé directement auprès des résidents. Ça a été validé par l'ensemble de la communauté. Et moi, quand j'ai visité l'établissement, plus personne ne se posait la question de la pertinence d'avoir réinclus ce temps dans le temps de travail, parce que ça redonnait du sens. Et en fait, c'est un établissement dans lequel il n'y avait aucune vacance de poste. Voilà. Et donc, je pense que ça existe, ça marche. Et donc, nous, à l'agence, on a aussi cette vocation de partager ça. Donc, quand je me déplace, quand je vais à la rencontre des professionnels, ces petites expériences, ces expériences remarquables, j'essaye aussi de les partager. Voilà, ce n'est pas le grand soir, mais en tout cas, ça participe à essayer de renforcer cette attractivité et cette fidélisation. Il y a sûrement plein d'autres exemples, je vous cite celui-là.
Mais voilà, on est tout à fait partant, en tout cas, pour les accompagner dans des démarches de ce type. Voilà, quand ça marche, il faut suivre. C'est vrai que ça serait une bonne idée de faire une campagne de communication sur des initiatives positives. Je vois par exemple, et j'en finirai là, la dernière campagne de McDo où on voit un soignant qui en bave et on fait vous changez de métier, vous venez chez McDo. Moi, ça me rend malade de voir ça, c'est le cas de le dire. Oui, je trouve que c'est tout à fait honteux. Non, mais je suis d'accord, je partage complètement. Tout à fait honteux de voir une campagne McDo où ils mettent en scène un soignant qui ne va pas bien et de ce fait changer de métier. Et donc, ça ne fait que favoriser en fait la désertification de ces métiers. Donc, je pense que collectivement, il faut qu'on agisse pour faire l'inverse en disant chez McDo, tout n'est pas rose non plus dans les métiers et que c'est finalement le plus beau métier du monde, les métiers du soin, les métiers du care. Donc, voilà, c'était un peu mon sentiment aussi de dire les autres s'en servent pour attirer des gens et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour attirer ces personnes, ces jeunes dans ce cadre-là, parce qu'on est souvent, malheureusement, les dernières campagnes de crise, Covid, etc., on fait fuir en fait les gens du soin, quoi. Donc encore merci pour votre soutien et puis et votre équipe. Catherine, on va passer aux questions suivantes, il me reste encore 5. Alors, Claude Cotet. Claude? Claude? Ah, si, tu es là? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, il y a un autre biais pour parler de la qualité, c'est que… Il faut se présenter. Ah oui, je suis Monsieur Cotet, je suis représentant des usagers au titre associatif. Oui, juste, vous avez bien évoqué la prise en compte de la notion de qualité suite à un interlocuteur précédent. Mais il y a une autre méthode pour apprécier la qualité, c'est que la HAS, et c'est la communauté médicale est d'accord sur ce constat, on estime qu'il y a de 20 à 30% d'actes inutiles. Or, si on veut faire un plan de santé régional ou national, il faut tenir compte de cette variable. Alors, je vais vous dire que vous êtes mal placé pour trop travailler sur cette question parce que vous êtes très vertueux dans l'Est et dans le Nord de la France par rapport à certaines régions que je ne citerai pas, du sud de la France. Quand on a sur certaines pathologies et des interventions jusqu'à 40% d'écart entre certaines régions, il est certain que ça pose un problème. Parce que derrière ça, il y a des coûts, mais il y a aussi de la qualité. Parce que des actes inutiles, ça donne du dégât. 7% d'infection nosocomiale. Prenez le cas des coloscopies, de 1 à 2 pour 1000 de perforation d'intestin, 1 mois d'hospitalisation. Bref, je vous en citerai plein. Donc, est-ce que vous avez tenu compte, même si dans votre région, il n'y a pas grand-chose à dire, à mon avis, au sens avec ma vision statistique, de cette notion d'acte inutile? Merci. Oui, merci effectivement de cette question. Ça nous permet d'évoquer le sujet de la pertinence des soins et des actes inutiles. Donc, même si on est plus vertueux que d'autres, on a aussi encore des marges de progrès sur ce sujet. Ça, c'est un travail qu'on fait en partenariat très étroit avec l'assurance maladie. On travaille très bien avec l'assurance maladie dans le Grand Est. Donc, on a régulièrement des actions en matière de pertinence des soins, effectivement, parce que ça a un impact fort sur la qualité. Donc le travail se poursuit, il s'amplifie. On a identifié un certain nombre de filières dans lesquelles on peut encore progresser dans le Grand Est. Et l'idée de ces plans et de ces actions pertinentes, c'est aussi que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les équipes qui s'engagent pour favoriser la pertinence et aussi un retour sur cet investissement. Et qu'on puisse financer un certain nombre de projets en retour. Voilà, donc on essaye d'être incitatif
sur ces dimensions. Et puis ensuite, il y a une dimension de contrôle aussi, hein, il faut pas se la cacher. Et donc, si on a, ça rejoint un peu des questions qui étaient posées aussi tout à l'heure sur nos inspections et nos contrôles, conjointement avec l'assurance maladie, on fait aussi ce type de travail. Je citerai un seul exemple, c'est les centres de soins qui viennent d'être déconventionnés par l'assurance maladie au niveau national. Et on en avait certains dans le Grand Est pour justement de la non-pertinence avérée des soins dans ces centres qui ouvraient, parce que les dispositions sont en train de changer, mais un peu partout dans nos villes. Voilà, donc ça c'est aussi, donc on a à la fois des moyens incitatifs de travail avec les équipes vers la pertinence, et puis ensuite on a aussi ce sujet de l'inspection-contrôle qui peut permettre de lutter contre les actes non pertinents. Alors, question suivante, Sarah Capron-Macaire. Bonjour, donc je travaille au sein de l'agence d'innovation Grand Innov Plus qui est dans la région Grand Est, et on travaille notamment avec les territoires en plus des entreprises, hein, et par ailleurs aussi dans le territoire d'innovation, le territoire de santé de demain. Et du coup, on est bien au courant du programme régional de santé. On sait qu'il y a une déclinaison via les contrats locaux de santé dont vous avez parlé, hein, qui sont des outils, les points forts, je pense, pour le Grand Est, et qui permettent de mettre en place des gouvernances locales, qui permettent d'évaluer en fait les actions via des impacts, hein, puisqu'il y a toute une procédure d'évaluation derrière. Mais c'est un long parcours pour les territoires, hein, d'arriver à la signature d'un contrat local de santé. Donc, j'ai un peu deux questions. Est-ce que pour vous, selon vous, ça avance assez bien ou ça avance comme vous le souhaitez par rapport à la stratégie de l'ARS? Et est-ce qu'il y a des points de progrès? Et ma question aussi, la deuxième, c'est est-ce qu'il y aura toujours des ressources qui seront allouées pour les territoires? Parce qu'on se rend compte que pour coordonner tout ça, il faut une personne et il faut des moyens aussi pour les territoires qui, en fait, en ont un peu de moins en moins, on va dire. Et donc, est-ce que à ce niveau-là, quels sont vos moyens de financer ou de soutenir ces démarches, même pour plus tard? Voilà. Merci de votre question. Donc, effectivement, il faudrait couper votre micro, Sarah. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Ça évite l'écho. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, le contrat local de santé, c'est vraiment un outil important pour nous pour aller discuter avec les collectivités territoriales localement. Alors, vous avez raison, ça prend un peu de temps. Pourquoi ça prend un peu de temps? Parce qu'en fait, on base les actions à mener sur un diagnostic territorial qui prend lui-même un peu de temps. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir être au plus près des besoins du territoire, et donc, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes besoins en prévention, promotion de la santé, je dis n'importe quoi, à Thionville qu'à Troyes. Et donc, ces diagnostics, ils sont nécessaires. Même si je pense que, voilà, comme on les renouvelle régulièrement, les contrats, on a probablement à s'améliorer un peu sur des diagnostics plus courts les années suivantes pour que la démarche puisse aussi se poursuivre rapidement. On avait des points de progrès, on est en train de le résoudre puisqu'on avait laissé très ouverte la possibilité les actions qui étaient possibles au sein des contrats locaux de santé. Et on a revu un peu cette politique, cette stratégie au niveau régional en se fixant un certain nombre de sujets qui doivent figurer dans l'ensemble des contrats locaux de santé de la région, parce que ce sont des orientations stratégiques en prévention, promotion de la santé qui nous paraissent nécessaires de déployer partout. Et ensuite, un volet au-delà de cette base qui est un volet extrêmement spécifique. Donc ça, c'est en train de se remettre en place. J'ai pris cette décision l'année dernière, et donc les contrats locaux de santé de nouvelle génération seront formés de cette manière-là. Une base commune et ensuite des spécificités locales. Et oui, on va continuer à financer de la coordination, puisque vous avez raison de dire que localement, s'il n'y a pas quelqu'un pour coordonner les actions d'ensemble des partenaires qui se rejoignent sur un contrat local de santé, on n'arrivera pas au résultat qu'on attend sur la durée du contrat. Voilà, donc on va poursuivre effectivement cet accompagnement. On le voit sur les contrats locaux de santé, mais la coordination, elle est nécessaire aussi quand on fait une CPTS ou quand on veut mettre en place de la coordination
j'ai l'habitude de dire que la génération spontanée de la coordination, ça n'existe pas. Et donc, il faut non seulement l'initier, mais ensuite, il faut l'accompagner. C'est les professionnels qui l'initient, mais par contre, avoir de la coordination pour l'accompagner, c'est nécessaire. Donc, oui, on poursuivra. Voilà, puis on a quand même l'ambition, en tout cas, de couvrir la totalité de notre territoire de contrats locaux de santé. Donc, voilà, on progresse année après année. Oui, on est d'accord que le côté humain est nécessaire de la coordination. Après, ils créent des liens en plus sur le territoire, ils connaissent bien le territoire. Donc, voilà, merci pour votre retour. Arnaud Guibaru. Bonjour, donc Arnaud Gibaru, moi je suis infirmier libéral dans les Ardennes. Je suis élu local et je suis adjoint à la commune à laquelle je suis et donc président d'une nouvelle association qui s'appelle EPI1, donc qui est une association de proximité infirmière et qui regroupe en fait les infirmiers libéraux du secteur ardennais. Donc on est assez content de dire qu'on regroupe aujourd'hui 25% des libéraux ardennais, donc c'est plutôt très bien, c'est une centaine d'infirmiers autour de cette association. Et effectivement, j'ai beaucoup lu ces jours-ci, donc je me suis mis sur ma tablette de chevet le plan santé 2023-2033 ces jours-ci, donc j'ai lu avec attention ce plan. Et c'est vrai que heureusement que localement, on fait des choses, puisque ce plan ne prend pas en compte certaines choses, surtout quand on parle de la ville, puisqu'on parlait tout à l'heure santé des soignants, et dans ce plan, effectivement, les libéraux sont complètement oubliés effectivement, de cette partie santé des soignants. Moi, je suis très inquiet pour les libéraux. Alors, effectivement, on manque de médecins, ça c'est clair, dans le Grand Est, on le sait. On essaye d'y remédier, mais on commence aussi à avoir une fuite des libéraux. Nous, on le voit sur notre association, puisque 5 infirmiers libéraux sur 100 sont partis depuis ces 6 derniers mois, donc arrêter le libéral. Donc, on commence à avoir quelques inquiétudes effectivement vis-à-vis de ça. Et effectivement, on voit peu de choses qui se mettent en place. Et on voit même à Nancy, même Cornibert en a parlé tout à l'heure, on a échangé sur des projets ensemble futurs. Mais on voit aussi qu'à Nancy, effectivement, on a peu donné de chiffres en fait sur effectivement la santé de nos collègues infirmiers libéraux. En tout cas sur le secteur du Grand Est. Donc, c'est vrai que du coup, moi, ça m'inquiète un peu ce manque en fait de prise en compte de cette difficulté, puisqu'en fait la difficulté elle est surtout le burn-out aujourd'hui, je crois. Globalement, c'est surtout ça. Au-delà du physique, au-delà effectivement des problèmes musculo-squelettiques éventuellement, on a effectivement ce burn-out qui s'installe. Et j'en suis effectivement très inquiet. Alors, je sais qu'effectivement, on essaye de mettre en place des choses effectivement via notre association. On espère être soutenu effectivement, et je pense que ça sera le cas, puisqu'effectivement, on a cette chance en Grand Est d'être assez soutenu sur les projets, on va dire, innovants liés à la santé. Mais voilà, moi, je voulais un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez ce même sentiment ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui fait que dans notre profession, effectivement, puisqu'on vit peut-être mal les choses, on a peut-être un sentiment qui est tronqué? C'est pas impossible. En tout cas, j'espère qu'on puisse trouver des solutions. Et tout comme le aller vers, effectivement, on parle beaucoup de aller vers dans le plan 2023-2033, mais le aller vers évoque très peu la profession infirmière. En fait, effectivement, on a la profession médicale qui est évoquée dans le aller vers. On a effectivement des événements dans ce plan, effectivement, qui sont prévus, mais très peu encore au niveau libéral. Je suis un peu surpris dans ce type de réunions qui sont fort intéressantes, jusqu'où de ne pas avoir beaucoup plus de représentants de la profession. C'est souvent un peu dommage. Bon, c'est tout. On va dire que les Ardennais, pour le coup, se regroupent et font quelque chose. Donc, c'est intéressant aussi. Et comme quoi, effectivement, dans les départements les plus touchés, les plus impactés, puisque pas de CPTS en plus sur le secteur, on est souvent plus moteur, effectivement, sur certains sujets. Voilà. Donc, je voulais un peu votre ressenti là-dessus. Merci. Alors, je serai bref parce que je ne vous cache pas que j'ai un train à prendre, donc on ne pourra pas dépasser trop le timing. Simplement vous dire donc que nous, on travaille bien entendu autant sur les aspects libéraux que sur les aspects hospitaliers. Moi, j'ai vraiment la conviction qu'il ne faut d'ailleurs pas opposer les deux, et on travaille même beaucoup à essayer de créer du lien entre la ville et l'hôpital au niveau local. Les CPTS sont un moyen, mais c'est pas le seul. J'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, on a vraiment cette sensibilité. Ensuite, on a aussi des travaux au niveau régional avec vos représentants à l'URPS.
avec qui on travaille très bien, avec qui on porte des projets, puisqu'on a fait le choix dans le Grand Est d'avoir des contrats d'objectifs et de moyens avec les URPS pour porter un certain nombre de dispositions et de manière transversale à l'ensemble des URPS de la région, ce qui est aussi à souligner. On a établi un certain nombre d'objectifs, dont des objectifs de prévention et de prendre soin de l'ensemble des soignants du monde libéral. Donc, c'est bien quelque chose qu'on a en tête. Donc, merci en tout cas de votre témoignage sur le sujet, parce que ça montre aussi qu'il faut qu'on continue à avancer. Moi, c'est vrai que quand je me déplace dans les territoires, j'essaye aussi d'aller à la rencontre des professionnels de santé libéraux qui me reçoivent, surtout quand ils sont en exercice pluriprofessionnel, moins dans des cabinets isolés. Mais en tout cas, sachez qu'on a bien ce sujet en tête. Ça fait partie de nos priorités, c'est prendre soin des soignants au sens très large, que ce soit dans des institutions ou en libéral. Voilà, donc on aura cette attention pour les 5 ans qui viennent. Madame Quéré, merci vraiment de toutes ces réponses. Je vais demander à Nordine de bien vouloir nous excuser, mais vos contraintes sont importantes et on essaie chez NIL de respecter au maximum les horaires. Donc, je voulais vous dire que c'était un Café NIL tout à fait passionnant. Et j'ai beaucoup aimé la façon très directe dont vous voyez les choses, très pragmatiques sur le terrain. Et c'est vrai, quand on discute avec d'autres régions, quelquefois, on est beaucoup plus dans une notion un peu éthérée des choses. Là, on a vraiment des objectifs clairs. On n'a pas pu parler autant que j'aurais souhaité de One Health et d'une seule santé, mais je pense que de toute façon, on reviendra vers vous, puisque vous représentez la conférence des directeurs d'ARS sur ce sujet. Donc, ce sera avec grand plaisir. Voilà, merci encore. Je ne voudrais pas vous faire manquer votre train, donc merci. je close. Merci beaucoup, merci de m'avoir permis aussi de m'exprimer ce matin sur ce sujet. Vous avez compris qu'il me tient et il nous tient à cœur. Et voilà, et l'objectif maintenant, c'est vraiment de déployer les actions qui sont dans ce plan. Je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est pas que ce soit une cathédrale de papier. Voilà, et mes équipes sont tout à fait derrière moi pour accompagner la mise en œuvre des projets dans les territoires. Et voilà, c'est le dernier message que je souhaitais vous passer. Merci encore. Et merci. Merci à tous d'avoir participé à ce Café NIL. On avait 60% de participants qui étaient des participants de la région. Donc voilà, c'est pas autant les PRS interpellent même au niveau national, autant la région Grand Est, les professionnels et les personnes de Grand Est s'intéressent vraiment à ces questions également. C'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore.